There are now allegations of widespread corruption. Korruption, mangelnde Aufklärung, über den Vereinten Nationen hängt ein Schleier. The biggest corruption scandal in UN history. Jamais à l'ONU on avait connu un tel scandale. The scandal has spread to the United Nations itself. The UN of turning a blind eye to corruption. Un scandale, me dit-on. Une corruption à l'échelle planétaire. C'est le plus gros budget de l'histoire de l'ONU. Notre problème était comment dépenser l'argent assez vite. On crie au scandale à propos d'un programme humanitaire destiné à soulager la population irakienne soumise à un terrible embargo. Au départ, les sanctions étaient totales. Mais à quoi ça sert de faire mourir de faim des enfants irakiens ? On me dit qu'il s'agit d'une corruption parfaitement orchestrée, qu'il s'agit d'un programme en trompe-l'œil, derrière lequel les prédateurs de la planète semblent avoir trouvé un formidable terrain de chasse. Le message qui était envoyé à ce réseau mondial d'hommes d'affaires et de diplomates était « La corruption, c'est pas grave, on fermera les yeux. Les pots de vin, c'est rien du tout, ça dérange personne à l'ONU. » Et pourtant, quand j'évoque le programme Pétrole contre nourriture, personne autour de moi ne semble s'en souvenir. On ne sait qui de l'indifférence ou de l'oubli l'emporte. Comment expliquer un tel silence encore aujourd'hui, alors que les sommes détournées sont si colossales qu'elles paraissent appartenir à un monde virtuel ? J'ai voulu chercher les responsables. Le régime irakien essayait de détourner une partie du programme à son profit. Savoir qui en a profité. Il a volé plus d'1 demi-milliard de dollars pour le président russe, pour le premier comme pour le deuxième. Quels ont été les mécanismes de cette corruption ? Ils apportaient et déposaient des centaines de milliers de dollars en liquide à l'ambassade d'Irak à Genève. Où en est-on aujourd'hui ? Ce pétrole-là, c'est une malédiction beaucoup plus qu'une bénédiction. De continent en continent, je suis parti à la recherche des responsables et des témoins de ce scandale que l'on qualifie comme l'un des plus importants de tous les temps. Les accusations d'un journal irakien, Saddam Hussein, aurait récompensé ses soutiens étrangers en distribuant des milliers de barils de pétrole. Une liste de 267 personnes aurait été retrouvée. Ces personnes ont été payées par des commissions prélevées sur des millions de barils de pétrole pendant l'embargo. Cette histoire commence donc par cette liste. Une liste de personnalités et d'entreprises ayant touché des pots de vin provenant du programme humanitaire Pétrole contre nourriture, une liste publiée en janvier 2004 par un quotidien irakien de surcroît, une série de noms sur des papiers mystérieusement gardés dans les caves du ministère du pétrole à Bagdad, miraculeusement épargnés par les bombes américaines. Bizarre. Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Aujourd'hui, plus de 4 ans après la publication de la liste, la première question que je me pose est celle de l'authenticité du document. Je remarque qu'à l'époque, beaucoup l'avaient contesté. Or, à Amman, je retrouve l'un des journalistes qui travaillait pour le quotidien irakien Al-Mada au moment de la publication, Haider Saed. أنا كمحرر كنت في المدى في لحظة نشر الوثائق وربما اشتغلت على تحرير جزء منها ولا حتى فخري كريم بحسب ما صور كان عندنا تصور بأنه هذه الوثائق راح تسوي كل هذا. هي الوثائق كاملة يعني وثائق من وزارة النفط واللي صار أنه بالتحرير أنه جرى نشر هذه الأسماء الواردة بالوثائق. بس يعني لازم نوضح يعني أنا شخصيا لازم تتوضح أعتقد بعض الأشياء. أولا أنه في ذيك الفترة في العراق يعني الأشهر 5 أو 6 الأولى أو حتى السنة بعد سقوط نظام صدام حسين كان هناك أشبه بكشف عن وثائق العهد السابق. يعني كان هناك حتى سوق لتداول الوثائق، وثائق المخابرات، وثائق الوزارات، وثائق ديوان الرئاسة، كل وثائق الدولة العراقية. Donc cette liste est bien authentique et met en cause 270 personnes et entreprises qui ont bénéficié des largesses du régime irakien. Largesses résultant du programme humanitaire mis en place par l'ONU en 1996, Pétrole contre nourriture,
Oil for Food, programme qui permettait à l'Irak de vendre du pétrole et d'utiliser la recette de cette vente pour acheter des biens de première nécessité. La logique est de commencer cette enquête par le commencement sur les bords de l'East River, au quartier général des Nations Unies. Mais avant tout, un retour en arrière s'impose pour situer la toile de fond sur laquelle s'inscrit ce programme. Printemps 91, à la suite de la première guerre du Golfe, l'ONU décide de neutraliser Saddam Hussein en imposant un embargo à l'Irak. Le pays va le payer très cher. En l'espace de quelques mois, la situation humanitaire devient catastrophique, les infrastructures dans les transports et l'énergie sont dévastées, l'inflation est vertigineuse. This money in 2 kilo sugar. L'Irak sombre, faute de nourriture et de médicaments, la mortalité infantile augmente de façon dramatique, les images de ces enfants rachitiques font le tour de la planète. L'opinion publique s'en émeut, à une exception près, celle de Madeleine Albright, la secrétaire d'État américaine. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And, you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Phrase désastreuse. L'opinion publique se soulève contre l'injustice de l'embargo, les manifestations se multiplient, la pression médiatique se fait alors sentir et les représentants des pays membres de l'ONU parlent de plus en plus d'alléger les sanctions. Et il faut trouver un moyen d'aider les Irakiens. L'idée de créer un programme humanitaire naît dès 1991. Comment le programme a-t-il été conçu au départ? À l'ONU, c'est la question que je pose à Colin Lynch, correspondant au Washington Post, déjà en poste à cette époque. Au départ, on trouve un certain Oscar Wyatt. Il n'est pas très connu en dehors des États-Unis. C'est un négociant de pétrole texan à l'ancienne, un vrai dur à cuire. Il avait des liens avec Saddam Hussein depuis les années 70. Oscar Wyatt a très vite compris que ça lui donnerait une extraordinaire opportunité de retourner aux affaires. Lui qui n'avait plus le droit de faire des transactions pétrolières avec l'Irak. Il a d'abord contribué à générer un soutien politique en faveur de l'allègement des sanctions, puis il a tenté d'influer sur la façon dont le programme serait conçu. Il est extraordinaire de noter qu'un des anciens conseillers du président Kennedy, Ted Ranson, qui travaillait dans un cabinet d'avocats new-yorkais à l'époque, a été engagé par un assistant de M. Wyatt pour rédiger ce qui deviendrait la première mouture du programme Pétrole contre nourriture. J'invite le représentant de l'Irak à prendre place à la table du Conseil. Côté irakien, il y a un homme qui connaît ce programme mieux que personne, et pour cause. En 90-91, il était l'ambassadeur irakien aux Nations Unies, et c'est lui, Amir al-Ambari, qui a négocié le programme au nom de son pays. Pourquoi, à votre avis, a-t-il fallu si longtemps, de 91 à 96, pour mettre en place le programme Pétrole contre nourriture? Premièrement, il n'a pas été mis en place juste à la suite de la crise. Il n'a été mis en place, il n'a été voté que lorsque l'opinion publique mondiale a commencé à faire pression parce que les Irakiens mouraient de faim. Et deuxièmement, les dirigeants irakiens de l'époque ont hésité à accepter la résolution parce qu'ils se sont dit que s'ils acceptaient, alors l'Irak allait rester soumis à des sanctions, même si la population recevait de la nourriture et des médicaments. Le 20 mai 1996, après 5 ans de tractation, Saddam accepte donc enfin les conditions de l'ONU. Le Conseil de sécurité finalise la résolution 986 et signe le programme Pétrole contre nourriture, Oil for Food. Le principe est simple, l'Irak échange son pétrole contre des biens de première nécessité. The signature of the Memorandum of Understanding is a success. This resolution is based on one of the most important objectives of the United Nations, which is to alleviate the problem of poverty, and the poorest of the poor were suffering in Iraq. So it is a humanitarian resolution. And it's a great day for the United States because we were the authors of Resolution 986,
We have made sure that the people of Iraq are assured of the proper provisions, but at the same time, the very tight sanctions regime that has been imposed upon Iraq remains in place. Une grande victoire américaine, c'est le moins qu'on puisse dire. Pétrole contre nourriture est par conséquent un programme humanitaire, conçu par le big business américain, financé par les Irakiens, entériné par le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors comment fonctionne Pétrole contre nourriture précisément? Sous le contrôle de l'ONU, les Irakiens vendent leur pétrole. Mais les compagnies pétrolières ne les payent pas directement. Elles versent l'argent sur un compte ouvert par l'ONU à la BNP Paribas. Un compte bloqué et géré par l'ONU. Cet argent peut être utilisé par l'Irak uniquement pour acheter de la nourriture et des médicaments. Tous les contrats de vente de pétrole ou d'achat de nourriture doivent être approuvés par le Conseil de sécurité. L'ampleur du programme oblige l'ONU à créer une administration spéciale pour le gérer, l'OIP, The Office of Iraqi Program, le bureau responsable du programme humanitaire en Irak. À sa tête est nommé un des secrétaires adjoints de l'organisation, Benon Sevan, chypriote. Il connaît bien l'Irak et particulièrement Tarek Aziz et Saddam Hussein. L'OIP devient très vite un État dans l'État. Et en guise de chef de cabinet, Benon Sevan engage un jeune homme de 24 ans à l'époque, Michael Soussan. Il a été au cœur du programme dès sa mise en place. C'est le plus gros budget de l'histoire de l'ONU pour une opération humanitaire. Notre problème était comment dépenser l'argent assez vite, alors que d'habitude, les programmes humanitaires sont plutôt à court de fonds. Les chiffres dans lesquels on parlait, de milliards de dollars par phase de vente de pétrole, ce qu'il y avait dans les comptes gérés par BNP Paribas au nom de l'ONU, était 10 fois plus, si ce n'est plus, que le budget lui-même de l'organisation, qui est un budget de 2 milliards de dollars. Pétrole contre nourriture était au départ un programme prévu à courte échéance. 3 phases de 6 mois renouvelables, il y en aura 13, soit presque 7 ans. La vente de pétrole va générer sur cette période 64 milliards de dollars. L'OIP, qui gère le programme, est organisé en 2 pôles. Le premier supervise les ventes de pétrole. Le second passe au crible les contrats des biens de première nécessité. Darko Vucibob, serbe, est l'un des superviseurs du pôle contrat. Le programme s'est poursuivi pendant 13 phases et n'a cessé de croître en taille et en complexité. Des secteurs étaient sans cesse ajoutés et des secteurs de plus en plus complexes. Électricité, assainissement de l'eau, enseignement supérieur. L'OIP voyait passer des contrats de dizaines de millions de dollars pour des centrales électriques. Je comprends que le programme a très vite pris des proportions auxquelles personne ne s'attendait, entraînant une bureaucratie de plus en plus lourde à New York. Sur le terrain, ce sont des fonctionnaires de l'ONU qui supervisaient le programme. Avec à leur tête Hans von Sponeck, un diplomate allemand qui a fait toute sa carrière au sein de l'organisation et dont les états de service en Afrique comme en Asie sont irréprochables. Je vais à sa rencontre au sud-ouest de l'Allemagne où il s'est retiré. J'ai discuté avec tous mes collègues de l'ONU et tous, ils disaient la même chose. Nous étions face à une énorme tâche humanitaire avec un soutien et un financement complètement inadaptés et avec une affreuse bureaucratisation des termes selon lesquels l'approvisionnement soi-disant humanitaire pouvait entrer en Irak. Je dis soi-disant, car même si j'étais officiellement coordinateur humanitaire des Nations Unies, je dirigeais un programme dans lequel il n'y avait pas un seul dollar de soutien international. Tout était financé par les Irakiens eux-mêmes, via le pétrole qu'on les autorisait à vendre. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'humanitaire là-dedans? Première nuance d'importance, c'est l'Irak elle-même qui finance son propre programme humanitaire. C'est la première fois, depuis sa création, après la Deuxième Guerre mondiale, que l'ONU gère un programme d'aide dont elle n'est pas à l'origine du budget.
Comment les Irakiens vivent le programme pétrole contre nourriture? Retour à Amman, en Jordanie, où réside aujourd'hui une forte colonie d'Irakiens, dont certains ont occupé des postes importants sous le régime de Saddam Hussein. Parmi eux, un personnage clé de cette histoire, Dia al-Baka. C'est lui qui, à l'époque, dirige la SOMO, la Compagnie nationale des pétroles irakiens. C'est dire la puissance qui a été la sienne. Il accepte de me recevoir. Au début, le programme devait venir en aide au peuple irakien pendant 6 mois. Il devait être renouvelé tous les 6 mois. Et tous les 6 mois, on se disait, finissons la première phase. Je vous parle du point de vue des Irakiens et même des fonctionnaires. Tout le monde espérait que le programme ait un impact bénéfique, qu'il allège le lourd fardeau que les sanctions avaient imposé de 1990 à 1996. Donc, il a été bien accueilli. Autre témoin, le docteur Jawad, aujourd'hui représentant de Transparency International, organisation qui lutte contre la corruption dans le monde. طبعا هو مو أكل وإنما مواد أولية للأكل رز سكر دهن كانت توصل فعلا مثل ما هي ولكن هي طبعا هي مو توصل احنا نروح للوكيل ناخذ من عنده لكن هنا بعض الوكلاء هم كانوا هم فاسدين يعني مو كان الكيلو يعطي أقل من الكيلو أو يبدل الشاي الرديء بالشاي الحسن أو الزيت أو الدهن للطبخ الجيد بالسيء وهكذا بقية المواد يعني كان الفساد مرتين مرة من قبل الحكومة ومرة ثانية من قبل الوكلاء. Troisième personne que je rencontre, le docteur Mona. Elle travaillait à l'époque dans un dispensaire à Bagdad. Avec l'arrivée de pétrole contre nourriture, est-ce que vous sentez tout de suite une différence? Est-ce que les médicaments qui arrivent vite? Est-ce qu'ils sont bons؟ قامت توصل أدوية أحسن شوية تحسن الوضع بس شنو الشركات مو الشركات العالمية المعروفة قسم قامت توصل يعني ما معروفة المصدر يعني مو الشركات اللي احنا متعلمين عليها مثلا عالمية معروفة فتجي قسم فل فإذا أريد دواء زين كان إذا نكتب للطبيب كان توصل الأدوية بسوق السوداء وحتى الزينة هم كان تختفي لأن اشتغلت السوق السوداء لأن تجي كميات محددة صيدلية تبيع الصيدلية كانت قسم تتهرب قسم هاي تختفي فتنباع بأسعار. Détournement de médicaments, distribution de produits avariés, l'appât du gain paraît vite être au cœur du système. Mais je crois comprendre que ces petits profits ne suffisent pas au régime et qu'il faut faire entrer plus d'argent dans les caisses. Je retourne voir Dia al-Baka. Qu'avez-vous fait pour augmenter les revenus du régime de Saddam? Pendant la phase 8, des ordres ont été donnés disant qu'il fallait assouplir le prix du pétrole brut pour que les acheteurs aient un avantage et qu'on récupère ensuite une partie de cet avantage payable en liquide sur certains comptes ouverts dans divers endroits du monde. Le prix a été baissé d'environ $1,5. Une moitié allait à l'acheteur et l'autre était reversée à l'Irak. Certaines compagnies, mais pas toutes, ont donc payé ce qu'on appelait une surtaxe. Cette surtaxe était en fait un remboursement versé à l'Irak. Donc, d'après Dia, le système des pots de vin s'est très vite généralisé. Mais tout ce micmac, comment ça marche? L'Irak baisse de 50 cents le prix du baril fixé par les contrôleurs de l'ONU, déjà inférieur au cours du marché. Les compagnies pétrolières augmentent leurs bénéfices de 25 cents par baril et acceptent en échange de verser les 25 autres à l'État irakien. Des valises contenant des millions de dollars transitent par les ambassades irakiennes du monde entier. Parmi les entreprises françaises qui avaient l'agrément de l'ONU pour acheter du pétrole irakien, la société de courtage Carbonafta. Avec à sa tête à l'époque l'un des hommes qui connaît le mieux les affaires pétrolières au Proche-Orient, Xavier Ouzel. Comment a-t-il réagi, lui, face au principe de surtaxe imposé par le régime? Quand tout ça a commencé, les gens sérieux se sont retirés sur la pointe des pieds.
Donc, on a vu des quantités d'aventuriers prendre la place des majors, la mauvaise monnaie chassant la bonne, des sociétés créées la veille aux îles Caïmans ou au Liechtenstein, vous parliez de la Suisse, qui n'existaient pas et qui sont devenues des compagnies pétrolières soudain, et qui ont trouvé des traders moins regardants qui ont fait tous ces enlèvements. Et ce pétrole, cet or noir, si vous voulez, s'est trouvé blanchi à partir du moment où, une fois chargé, il était remis en vente sur le marché libre. Autour de 1999-2000, il y a eu un tournant au niveau pétrolier. Des surtaxes illégales et des pots de vin ont commencé à être imposés de façon systématique. Tout à coup, toutes les grandes compagnies qui traitaient avec l'Irak ont cessé de le faire. Et des dizaines d'entreprises dont personne n'avait entendu parler sont apparues. En fait, les grandes compagnies avaient engagé ces entreprises pour masquer le fait qu'elles continuaient à acheter du pétrole irakien. Tout le monde à l'ONU savait que ces entreprises n'étaient que des sociétés écrans. Mais il n'y avait aucune volonté réelle au sein du Conseil de sécurité de faire changer les choses. Un certain nombre de pays au Conseil de sécurité ont fermé les yeux, la Russie notamment. Les Russes, précisément. Je découvre qu'ils sont très présents dans ce programme. Je vois que, dès le départ, l'ONU a nommé 4 experts pour fixer officiellement chaque jour le prix du baril irakien dans le cadre du programme. Or, au fil des années, ces experts ne seront plus que 3, puis plus que 2, et enfin, en 99, plus qu'un. Personne à l'ONU ne semble capable de m'expliquer pourquoi ils n'ont pas été remplacés. Bizarre. Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Le dernier des Mohicans, l'ultime expert, s'appelle Alexandre Kramar, économiste russe, mais qui, de surcroît, est membre des services secrets du Kremlin. Quand j'examine les graphiques de pétrole contre nourriture, je constate que la Russie est largement en tête des achats de pétrole au cours des différentes phases du programme. C'est d'autant plus flagrant lorsque Kramar est seul à fixer le prix du baril. Je tente de joindre Kramar, mais sans succès, Moscou l'a rapatrié depuis longtemps. En revanche, j'apprends qu'un autre espion des services de renseignement russes, de SVR, travaillait à l'ONU à l'époque, Sergei Tretiakov. Lui est resté aux États-Unis. Tretiakov était l'officier supérieur de Kramar. Je suis parti à sa recherche, et après un jeu de pistes soigneusement élaboré, je l'ai retrouvé coulant des jours heureux quelque part dans le Grand Sud américain grâce à l'argent gagné par son passage à l'Ouest. La CIA lui a été très reconnaissante. Kramar était un de ceux qui vérifiaient les contrats pétrole contre nourriture à New York. Au départ, ils étaient 4. Mais les 3 autres ont disparu et il s'est retrouvé tout seul. Il était comme un renard dans un poulailler. Il faisait baisser les prix des contrats. Les compagnies russes achetaient du pétrole irakien très bon marché et le revendaient immédiatement très très cher à des compagnies occidentales. Je n'arrive pas à comprendre comment les autorités de l'ONU ont pu ne rien voir. Kramar ne faisait que vérifier. Il n'était pas à la tête du programme. Mais tout le monde s'en fichait. Moi, bien sûr, j'étais déçu. J'étais un officier de renseignement de profession. Je n'avais aucune envie d'avoir un voleur sous mes ordres. Kramar n'est pas quelqu'un qui venait du privé. C'est par le gouvernement qu'il avait été placé là, et c'est pour le gouvernement qu'il volait de l'argent. Qui en a profité, à votre avis? À mon avis, de nombreux politiciens russes, y compris probablement le président Poutine. Il a donc été très utile. Tout à fait. Et c'est pour cela qu'il voulait qu'il soit là. Et ça a très bien réussi.
Ça a très bien réussi, oui. Je ne peux pas vous dire exactement combien d'argent il a gagné pour le président russe, pour le premier comme pour le deuxième, ou pour tel ou tel politicien russe. Mais il est clair qu'il a volé plus d'un demi-milliard de dollars. C'est mucho dinero. C'est un sacré paquet de fric. À ce stade, sur la partie pétrole du programme, si je comprends bien, 25 cents par baril, ça fait 229 millions de dollars de pots de vin versés à Saddam Hussein et son entourage. Plus de 190 millions d'euros, une somme rondelette. Le trafic de pétrole à des fins financières est une chose, mais c'est également une arme diplomatique. Or, Saddam a besoin d'alliés pour plaider sa cause et obtenir la fin des sanctions. Le dictateur a compris qu'il pouvait se lancer dans un trafic d'influence en faisant profiter de la manne pétrolière les amis de l'Irak. C'est dans un café parisien que je rencontre un grand ami de l'Irak, précisément Gilles Munier. Il m'explique comment fonctionnait cet échange de bons procédés. Tout ce que vous demandaient les Irakiens, c'était d'avoir une activité. Ils ne faisaient pas ça pour vos beaux yeux. Ils vous demandaient d'avoir une activité politique en faveur de l'Irak pour faire lever l'embargo. Il y avait une réunion qui s'appelait la conférence de Bagdad, tous les 6 mois à Bagdad, présidée par Tariq Aziz, où il y avait là plus de 250 personnes, ou des 250 qui sont sur cette fameuse liste, qui venaient rendre compte de leurs activités et présenter pour les 6 mois suivants les activités qu'elles allaient développer. Donc ces activités, il fallait bien les financer. Et donc il fallait les récompenser, effectivement, il fallait les aider. Et les récompenser, il fallait financer. Je me rappelle avoir posé la question à Al-Baka, qui lui avait une vision de l'intérieur du système. Beaucoup de gens ont commencé à arriver. Des gens influents, des figures politiques, ou bien des journalistes étrangers, des gens politiquement influents dans d'autres pays du monde. Et ils recevaient une allocation de pétrole brut. Eux, c'est-à-dire de la part de Saddam. On recevait un ordre du gouvernement allouant, disons, 2 millions de barils à cette personne. Ensuite, cette personne allait essayer de vendre ce volume à un utilisateur final, à une compagnie pétrolière internationale ou à un négociant en pétrole. Et nous, on prenait quelques cents par baril pour allouer telle quantité à telle raffinerie. J'en déduis qu'un certain nombre de personnes ont accepté de jouer le jeu et donc bénéficier des coupons de pétrole. C'est dans ce cadre qu'en France, par exemple, une instruction est ouverte, entre autres, contre Charles Pasqua et Jean-Bernard Mérimée, l'ancien ambassadeur de France à l'ONU. Tous refusent de s'exprimer, sauf Gilles Munier. Son association figure sur la liste Al-Mada. Aujourd'hui, il est mis en examen. Je suis allé voir Tariq Aziz. Est-ce que je peux vous présenter une société française qui souhaiterait retirer du pétrole en Irak? Il m'a dit, pourquoi pas, faites-le. Mais il me dit, au préalable, il faudrait que cette société française, d'abord, soit sérieuse, bien sûr, qu'ensuite, elle ait l'autorisation du ministère des Affaires étrangères français, du ministère de la Défense français, et ensuite, quel est le quitus des Nations Unies. C'est-à-dire que sinon, les Irakiens ne pouvaient absolument signer rien du tout avec ces sociétés-là. Donc cette société a effectué toutes ces démarches et passé par tous ces filtres-là avant d'arriver à Bagdad, où là, elle a signé un premier contrat avec la SOMO. Mais il n'y a jamais eu de document signé entre moi et eux, ni entre moi et les Irakiens. Mais à titre personnel, vous avez perçu quelque chose? À titre personnel, j'ai rien perçu. Mon association a perçu, bien sûr, quelque chose, parce que l'objectif, c'était l'association. Et là, l'association reçoit? L'association reçoit pas des Irakiens. Elle reçoit de la compagnie pétrolière. La compagnie pétrolière sur ses bénéfices. D'un côté, il y a Aredio Petroleum. Oui, Aredio Petroleum, qui est une société française, oui, bien sûr. Enfin, un trader, quoi. Hein. Ouais. De l'autre, il y a la SOMO. De l'autre, il y a la SOMO, absolument, oui. Et il y a vous entre les deux? Et il y a moi entre les deux. Enfin, il y a moi entre les deux au départ, au niveau de l'introduction du départ, c'est-à-dire en 1998, par exemple. Hein, bon. Puis ensuite, ça suivit son cours. Je n'allais pas à Bagdad pour voir ce qui se passait. J'avais d'autres chats à fouetter. Puis le responsable de l'entreprise faisait son travail. Et alors, vous parliez tout à l'heure de marché parallèle. Totalement, la contrebande de pétrole. La contrebande de pétrole, qui a rapporté d'ailleurs beaucoup plus que pétrole contre nourriture.
Je ne sais même pas beaucoup plus. C'est pire que tout. Alors, mais pourquoi vous dites pire que tout? Pire que tout, parce que dans Pétrole contre nourriture, c'était des cents. Là, c'était des dollars. Il y avait à se partager, par exemple, à se partager 13, 15 dollars par baril. Vous vous rendez compte? 15 dollars par baril, lorsque vous avez des tankers entiers. Et puis, c'était pas au vu, c'était au vu et sur tout le monde, parce qu'il y avait quand même des norias de camions qui partaient de Kirkouk vers la Turquie ou vers la Jordanie. Eh oui, dès la fin de la première guerre du Golfe en 91, le régime de Saddam organise une contrebande d'État de son pétrole, en direction de la Turquie, de la Syrie, des Émirats et surtout de la Jordanie. Des centaines de camions relient Bagdad à Amman, une contrebande qui se poursuit aujourd'hui encore, comme je le constate sur cet axe routier qui relie les deux capitales. لغايه ما انضربت بغداد اول ضربه بغداد بطلوا يجيبوه بس على عهد صدام يا وقتي كان يجيب يوم انقطع النفط سنه 2003 هذا النفط كان يعني نفط رسمي او غير رسمي؟ النفط كان رسمي بين الحكومتين رسمي اتفاقيه ما بين الحكومتين. هو كان بيجينا نفط من العراق يعني لغايه بس انقصفت بغداد وقفنا حتى بعد ما انقصفت بغداد في شباب راحوا نزلوا وجاوبوا ضربوا. Une contrebande officielle donc, et moi qui pensais avoir soulevé un lien. Comment se fait-il que personne à l'ONU n'ait jamais rien dit? La Jordanie a mis en place un système par lequel d'énormes supertankers accostaient à un terminal à partir duquel l'exportation de pétrole n'était pas autorisée. Des compagnies demandaient au département d'État américain si ce n'était pas illégal dans le cadre du programme Pétrole contre nourriture. Mais les Américains leur donnaient le feu vert et l'US Navy escortait les tankers. Saviez-vous à cette époque que Saddam Hussein et d'autres avaient organisé une fraude via la Jordanie ou la Turquie? Ce n'était pas de la fraude. Après tout, ce pétrole était irakien. Et s'il y avait eu contrebande, que ce soit par la Jordanie ou par le Golfe, c'était à mon avis une initiative légitime de la part du gouvernement. N'oubliez pas que les 20 millions d'Irakiens ne pouvaient pas vivre uniquement avec de la nourriture et des médicaments. Le gouvernement était donc obligé de trouver une source de revenus pour pouvoir subvenir aux besoins élémentaires de la population. C'était une contrebande organisée? On ne fait pas de contrebande avec ce qu'on possède. Je veux dire, était-il clair pour vous que les Nations Unies étaient d'accord? Il n'y avait pas que les Nations Unies. Les forces navales occidentales aussi étaient au courant. Elles laissaient passer les tankers en échange de cadeaux. Le pétrole, ça ne se vend pas en cachette. On ne peut pas dissimuler des millions de barils de pétrole. Des millions de barils de pétrole? Mais alors le volume de la contrebande était considérable. C'est à Bâle, en Suisse, que je décide d'aller chercher des éclaircissements auprès de Mark Pitt, professeur de droit qui fait autorité en matière de délinquance financière. On est arrivé à la conclusion que les chiffres de la contrebande de pétrole pendant ces 13 années atteignent ou dépassent les 10 milliards de dollars. Que ce soit par la route, par la mer ou par oléoduc. Ce chiffre dépasse largement celui des paiements illégaux.
Donc, en plus des 229 millions de paiements illégaux, viennent s'ajouter 10 milliards de contrebande, rien que ça. Revenons à pétrole contre nourriture. Pendant toute la durée du programme, 64 milliards de dollars résultant de la vente de pétrole irakien sont venus s'entasser sur un compte ouvert par l'ONU à la BNP Paribas. Or, cette banque ne figure pas dans la liste des établissements financiers proposés par l'ONU au moment de la négociation du programme. Comment la BNP Paribas a-t-elle été finalement choisie? J'appelle à droite à gauche, c'est l'amnésie ou le silence. Aux Nations Unies, personne ne semble s'en souvenir. Les dirigeants de l'époque sont en prison ou ont été exécutés. Et je ne surprends personne en précisant que la BNP ne souhaite pas s'exprimer. Je passe maintenant au deuxième volet du programme. Sur les 64 milliards générés par les ventes de pétrole, 34 milliards ont servi pour les achats de marchandises. Comment s'effectuaient les transactions? Christer Elferson était le numéro 2 de l'OIP, l'adjoint de Benan Sevan. C'est à lui que je pose la question. Il faut savoir qu'à chaque fois que Saddam Hussein ou son gouvernement voulait acheter quelque chose, le contrat passait d'abord par le gouvernement du pays où était située l'entreprise, puis par le comité 661 composé des 15 pays qui siégeaient au Conseil de sécurité. Chacun de ces 15 pays pouvait examiner les contrats. Le Royaume-Uni et les États-Unis en particulier y passaient énormément de temps. Certains ont été bloqués définitivement et d'autres longuement retardés. Mais pourquoi au sein du Conseil de sécurité, les États-Unis et la Grande-Bretagne étaient-ils si pointilleux sur la validation des contrats? Je me souviens que c'est pour forcer Saddam Hussein à arrêter son programme de développement d'armes de destruction massive que l'embargo a été mis en place. Avec, pendant 7 ans, des inspecteurs sillonnant le pays à la recherche de fabriques d'armes chimiques sous la pression anglo-américaine. Quand vous vous êtes rendu compte que le Conseil de sécurité retardait beaucoup de contrats, quelle a été votre réaction? Nous étions scandalisés. Rendez-vous compte, on négociait une phase de 6 mois du programme pétrole contre nourriture. La livraison des marchandises qui manquaient à la population prenait un temps fou. Et quand on recevait enfin les documents montrant que les marchandises allaient pouvoir arriver, elles étaient bloquées par le comité des sanctions. Je ne suis ni anti-britannique ni anti-américain, mais c'était systématiquement ces deux gouvernements qui empêchaient le peuple irakien de recevoir des marchandises d'une nécessité vitale. Nous étions scandalisés. En août 2002, cela impliquait plus de 5 milliards de dollars de médicaments et de marchandises humanitaires indispensables qui faisaient cruellement défaut. Donnez-moi des exemples de produits qui étaient bloqués. Ils étaient très nombreux. Il y a par exemple le fameux cas des millions de crayons à papier dont l'importation a été interdite parce que les mines de crayons contiennent du graphite et que si on rassemble assez de graphite, on est censé pouvoir fabriquer une bombe dévastatrice. On avait des problèmes sans fin avec les produits chimiques, avec les produits nécessaires à la purification de l'eau ou au système sanitaire, avec les pesticides pour les cultures. Tout cela était vu comme des substances dangereuses dont l'utilisation pouvait être détournée. Et Washington et Londres ne pouvaient pas l'accepter. Le système des pots de vin sur les biens importés par l'Irak est-il le même que celui instauré sur le pétrole? La preuve, noir sur blanc, de l'existence de ces pots de vin, je l'ai retrouvée sur ces documents officiels irakiens. D'un côté, les sociétés signaient un contrat officiel pour l'ONU avec un prix supérieur au marché. De l'autre côté, ces mêmes sociétés signaient avec les seuls Irakiens une lettre dans laquelle elles s'engageaient à verser une taxe à Bagdad, taxe qui n'avait pas besoin d'être motivée et qui ne pouvait en aucun cas
être discuté. Les marchés des biens de première nécessité sont attribués aux sociétés qui acceptent de gonfler leur prix de vente. L'Irak achète au prix fort ses produits après validation du contrat par l'ONU. Et la marge réalisée par ces sociétés atterrit directement dans les poches de Saddam et de ses proches. Étiez-vous au courant de cette corruption et comment avez-vous réagi? When I had a conversation with a company that said that they had been approached by Une entreprise m'a dit que le gouvernement irakien leur avait demandé une commission conséquente. The Saddam government was asking for Le gouvernement de Saddam voulait une somme énorme. what do we do? L'entreprise ne savait pas quoi faire. So I said that I would check. Je leur ai dit que j'en parlerais à Benon Sevan, But I said my gut feeling is mais que ma that conviction you should report intime this to the government. était qu'ils devaient le signaler à leur propre gouvernement, au ministère des Affaires étrangères. Such cases. Au cours des semaines qui ont suivi, cela s'est produit plusieurs fois. Des Autrichiens, entre autres, ne voulaient plus mener les transactions jusqu'à leur terme, et ce, pour les mêmes raisons. And there I found Pourtant, je trouvais Benon étonnamment réticent à aller voir le Conseil de sécurité. go to the council. Effectivement, je retrouve une note très ambiguë de Benon Sevan datant de mars 2001, où il stipule qu'il n'a pas de preuves tangibles de corruption et qu'il ne peut ni confirmer ni infirmer la véracité des rapports sur le sujet. Bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Je me souviens d'une question posée à Darko Mosibob, chargé de surveiller les contrats. When did you start? Quand vous êtes-vous rendu compte qu'il y avait des pots de vin? Je ne peux pas vous donner la date exacte, mais ça doit être pendant la phase 8 ou 9, donc en 2000, que j'ai entendu parler de cette possibilité pour la première fois. De la possibilité des pots de vin? Oui. Quelle fut votre réaction? Ce qui m'a surpris, c'est l'ampleur de la chose. De penser que depuis la phase 8, et on était alors en phase 13, quasiment chaque contrat comportait des pots de vin. Cela voulait dire des milliers de contrats. Et beaucoup de gens qui avaient dû donner leur accord à ce que l'Irak demandait. La grande surprise pour moi, c'était l'ampleur des pots de vin. Mais au cours de toutes ces phases de programme, un des contrats a-t-il été bloqué pour des questions de surtaxe sur les marchandises achetées? Dans mon domaine, celui des contrats soumis à un examen plus spécifique, je n'ai pas souvenir d'un seul contrat suspendu pour cause de surtaxe. Je récapitule. Sur le temps qu'a duré le programme, le régime de Saddam Hussein a détourné sur le pétrole qu'il vend 229 millions de dollars et empoché 1,5 milliard en commissions ou surtaxes sur les produits achetés. Chapeau. Et qui sont les grands bénéficiaires de cette fraude? Toutes les entreprises et personnalités qui ont profité du programme, bien sûr. Évidemment, Saddam Hussein lui-même et les centaines de membres du parti Baas qui formaient sa cour. Une cour qui coule des jours heureux sur le golfe Persique, dans cette ville de Dubaï. J'y retrouve notamment un jeune baron du régime, Mohamed Awad, qui était aussi l'ami d'Uday, le fils assassiné de Saddam Hussein. Vous savez que la presse internationale écrit que Saddam Hussein, ses deux fils, ont, au cours des années, détourné beaucoup d'argent sur ce programme. كل ما طرح عن وسائل الإعلام بأنه وجود أموال لصدام حسين أو أبنائه خارج البلد وعقارات خارج البلد ما لها أي صحة. فلم يجدوا لصدام حسين لا خارج البلد ولا داخل البلد أي ملك باسم صدام حسين. ولكن الفساد داخل العراق لم يكن هناك فساد داخل العراق، وخاصة بهذا الموضوع كون العراق لن يستلم دولار واحد من تلك المذكرة التي كانت تطلق عليها النفط مقابل الغذاء والدواء. ورا دخول الأمريكان لبغداد ورا سقوط بغداد أخذوا غراضهم بالشو وطلعوا جنط كاملة بها دولارات. صحيح حصلت هذه الحالات أنه
بلد فوضى فميزانية الدولة بأكملها أصبحت لدى أشخاص هاي اللي أنت حضرتش تعنيها لأنه انسرقت خرجت من البلد من العراق ولكن مبالغ مذكرة التفاهم انسرقت بالطريقة اللي تحدثنا عنها طريقة فتح الاعتمادات وفتح الودائع الموجودة عن طريق بنوك وشركات كبرى هذا اللي حصل لكن نعم في أشخاص خرجوا من العراق وبحوزتهم ملايين من الدولارات لكن تسأليني عن أسمائهم ما أقدر أقول لك يعني من هم. Des Irakiens qui se sont enrichis, mais un Saddam Hussein vertueux, difficile à imaginer. Je rencontre un autre témoin de ces années-là, aujourd'hui chercheur au CNRS, Hosham Dawad. On dit à cette époque que pendant cette période d'embargo, Saddam Hussein a gagné beaucoup d'argent et que la population n'a pas vu grand-chose. Ça, c'est aussi vrai. L'objectif numéro 1, c'était de pouvoir de rester sur place, de survivre politiquement. La distribution de l'argent parmi ses relatifs, ça devenait primordial. Parmi ses subordonnés, très important. Ça devenait quelque chose pour acheter la dignitaire, pour acheter la structure tribale, acheter dans l'essence l'allégeance, la subordination. Aussi leur dévouement au pouvoir. Quand la presse dit « tout ça a servi à bâtir des palais et à mener une vie de débauche », je ne partage pas cet avis. Saddam a certes fait bâtir des palais et sa famille et lui avaient effectivement un train de vie extravagant, mais une grande partie de cet argent a servi à l'administration du pays. Est-ce que le pétrole contre nourriture a quand même été utile à la population? Si on dit cette mesure-là a sauvé quelques milliers de personnes en Irak, de point de vue éthique, je peux dire que c'est utile. Si la question est posée différemment, est-ce qu'on pouvait faire mieux? Certainement, on pouvait faire mieux, avec plus de contrôle. Mais ce qui nous scandalisait au départ, c'est le salaire de fonctionnaires qui se trouvaient sur place. Ceux qui étaient humanitaires ou pseudo-humanitaires envoyés par les Nations Unies, ils faisaient la fortune de leur vie une fois qu'ils sont sur place en Irak. Des salaires somptueux, des avantages, le tout pour aller aider les Irakiens. Or, on voyait que la plupart de ces gens-là, ils venaient ici assez souvent pour s'enrichir. Je dois avouer que je suis très impressionné par ce que le programme a accompli. L'apport en calories de la population a augmenté de 90% durant le programme. La malnutrition a chuté. La polio a été éradiquée, etc. On peut dire sans exagérer que pendant cette période, nous avons maintenu 27 millions d'Irakiens en vie et en relativement bonne santé. Pour nous, c'est une énorme source de fierté. Cela nous attriste donc beaucoup de lire dans la presse que Pétrole contre nourriture a été un gigantesque scandale. Car en vérité, il a sauvé de nombreuses vies, ce qui n'est pas du tout la même chose. Nous avons fourni de la nourriture, des médicaments. Nous avons tenté de conserver un minimum de qualité au niveau de l'eau et de l'assainissement. Nous avons agi sur le plan de l'éducation, même si nous n'en avons pas fait assez, loin de là. Tout allait dans la bonne direction. Mais malheureusement, c'était très loin de ce que méritaient les Irakiens, qui n'étaient que de simples spectateurs innocents de ce conflit, pour survivre dignement et décemment. Les médias internationaux de nos jours commencent souvent leurs articles en faisant référence au scandale Pétrole contre nourriture. Je me demande toujours si dans leur article, ils découvriront le vrai scandale. Le scandale qui consiste à avoir imposé à une nation tout entière la misère, la mort, le désespoir. Pour moi, c'est ça, le vrai scandale. En février 2000, vous avez décidé de démissionner.
Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision? Si j'avais poursuivi plus longtemps ma mission à Bagdad, je me serais rendu complice de ce que l'histoire jugera plus tard comme l'une des pires erreurs commises dans une situation de crise par les Nations Unies. Il était hors de question que j'accepte cela. Les ventes de pétrole ont donc rapporté 64 milliards de dollars. Mais à quoi correspond la part de gâteau redistribuée à UNCC? Et d'abord, qu'est-ce que UNCC? Sur chaque dollar de pétrole vendu pendant le programme, 30% sont prélevés par l'ONU pour le remboursement des dommages causés par l'Irak pendant la guerre contre le Koweït. UNCC est la commission chargée de recueillir les doléances et de répartir l'argent entre les plaignants. Pour comprendre, retour sur la première guerre du Golfe et ses conséquences. Le 2 août 90, l'Irak envahit le Koweït. Les troupes de Saddam se livrent à un pillage sans retenue du pays. La communauté internationale, unanime, réagit. En quelques heures, cette armée irakienne tant redoutée est anéantie. En pleine débâcle, les troupes de Saddam ont mis le Koweït à feu et à sang. Les puits de pétrole brûlent par centaines et provoquent une gigantesque marée noire. Il est décidé que l'Irak paiera pour les dommages causés. Pour en savoir un peu plus sur UNCC, je décide de me rendre sur les bords de la Tamise pour retrouver l'avocat britannique Jeremy Carver. Sa mission, défendre les plaintes déposées par le Koweït et assurer à l'Émirat un maximum de dédommagement. À la fin de cette année-là, pendant l'opération Tempête du désert, destinée à libérer le Koweït, la question de l'indemnisation aux victimes de l'Irak a émergé. J'ai été très impliqué dans l'établissement de ce qui a été appelé la Commission d'indemnisation des Nations Unies, ou UNCC. Combien d'argent a été distribué en tant qu'indemnisation? De mémoire, la somme totale que l'UNCC a reçue de l'Irak était d'environ 22 milliards de dollars. C'est de l'argent dont la population irakienne n'a pas bénéficié. C'est de l'argent que l'Irak devait payer. Il est important qu'il existe des moyens de dissuasion contre de telles agressions. La guerre avait été initiée par l'Irak quand ils ont envahi le Koweït. Il était normal que l'Irak verse une indemnisation. Cela ne pouvait pas se discuter pour les millions de gens touchés. Il fallait tenter de compenser les pertes qu'ils avaient subies. L'UNCC a réussi de façon remarquable à trouver une manière de verser des dédommagements raisonnables à toutes ces personnes. Donnez-moi un exemple de son fonctionnement. Les demandes d'indemnisation étaient faites par les États au nom de leurs ressortissants. La majeure partie des réclamations venait naturellement du Koweït, venaient des citoyens koweïtis. Mais l'Égypte, le Pakistan, les Philippines, l'Inde, le Bangladesh, tous ces pays avaient un nombre conséquent de demandes provenant de travailleurs immigrés qui avaient été retenus, qui avaient été chassés du pays, qui avaient perdu leurs économies, etc. Il fallait donc trouver un moyen de compenser équitablement à la fois les particuliers et les principales demandes d'indemnité. J'ai par exemple présenté la première réclamation majeure au nom de la Kuwait Petroleum Corporation pour les coûts engendrés par l'extinction des incendies. La somme totale réclamée pour cela était de 950 millions de dollars. Mais alors comment l'Irak se défend-elle au sein de UNCC? Autrement dit, chaque fois qu'un pays sollicite un dédommagement, Bagdad peut-elle contester la validité de la plainte? À Genève, les intérêts du pays sont défendus par l'avocat Michael Schneider. Un des éléments les plus difficiles et les plus répréhensibles de ce processus, c'était que l'Irak ne pouvait pas disposer de ses propres fonds et n'avait pas les moyens à sa disposition dans le cadre de UNCC lui-même pour organiser sa défense.
Est-ce que vous êtes en train de me dire, maître, que ceux qui mettent en place toute cette organisation considèrent que l'Irak n'a pas à se défendre? L'organisation a été mise en place sans participation de l'Irak. On est parti de l'hypothèse que la responsabilité de l'Irak pour l'invasion et la guerre était établie, de sorte qu'il n'y avait que des questions de quantum, du montant de la réparation à établir. Le monde entier a été invité à faire ces réclamations. Et c'est presque 100 pays du monde qui ont découvert les dommages qui leur étaient été causés par cette invasion du Koweït par l'Irak. Et pour vous, les droits de l'Irak ont été respectés dans cette affaire? Et le grand défaut de ce processus, c'est la manière de laquelle les droits de l'Irak ont été négligés. À un moment où la mortalité infantile atteignait des sommets, 30% des revenus du pétrole étaient détournés pour dédommager des entreprises et des gouvernements prospères. Ils auraient pu attendre. Et s'ils avaient attendu, certains Irakiens seraient toujours en vie aujourd'hui. Certains Irakiens ne souffriraient pas de troubles mentaux. Certains Irakiens ne seraient pas dans l'indigence. C'est sur les bords du lac Léman, dans l'ancien édifice de la Société des Nations, aujourd'hui quartier général des Nations Unies en Europe, que se situe le siège de UNCC. Je m'y suis rendu, mais personne n'a souhaité me répondre. Pourquoi? La traditionnelle discrétion suisse fait des émules auprès des membres de l'UNCC, ou bien cette commission a-t-elle des choses à cacher? Une des rares journalistes à avoir obtenu d'assister à une séance de l'UNCC s'appelle Naomi Klein. Une Canadienne célèbre pour ses prises de position altermondialistes qu'elle a largement développées dans ses livres. Vous n'aviez pas besoin de prouver que votre magasin avait été bombardé ou détruit pendant l'invasion du Koweït par les Irakiens. Vous pouviez vous contenter de créer une situation hypothétique. Si l'Irak n'avait pas envahi le Koweït et si pendant ce temps-là, vous aviez continué à faire des affaires normalement, vous auriez gagné tant d'argent. Donc, l'Irak devait vous verser cette somme. Parmi ces entreprises, il y avait les plus grandes compagnies pétrolières du monde, Texaco notamment, mais aussi des entreprises de biens de consommation comme Toys R Us, Bechtel, Pepsi, American Express. Même la société ornithologique britannique a reçu de l'argent. 2 kibboutz israéliens ont été indemnisés pour la perte de revenus touristiques, alors qu'ils se situent sur le plateau du Golan, dans des zones syriennes occupées. Et savez-vous le comble? Eh bien, j'ai découvert sur le site de l'ONU que l'Irak verse aujourd'hui encore 5% de toutes ses recettes pétrolières au titre des réparations de dommages de guerre à UNCC. Je résume. Pétrole contre nourriture est un programme auquel 4500 sociétés de toutes les nationalités ont participé et dont certaines ont largement profité. Une corruption parfaitement organisée, à tel point qu'il me paraît impensable qu'elle n'ait pas été dénoncée bien avant la publication de la fameuse liste du journal irakien Al-Mada. Car je vous rappelle que ce n'est qu'en janvier 2004 que le quotidien irakien publie ce document, dénonçant plus de 40 pays ayant bénéficié des faveurs de Saddam Hussein. Le scandale de corruption autour du programme a alors fait les choux gras de la presse. Une aubaine pour les journaux conservateurs américains et pour cause, l'ONU est dans leur ligne de mire depuis qu'elle a refusé de soutenir l'invasion de l'Irak par les forces de la coalition en 2003. The weaknesses in the Oil for Food program raises serious questions about the United Nations' ability to enforce sanctions and administer a humanitarian aid program in the future. On était, je crois, un peu naïfs parce qu'on se sent toujours en tant qu'onusien, on se dit toujours on est les bons, on ne va pas nous attaquer parce qu'on faisait notre travail. On faisait un travail dont le but était de nourrir le peuple irakien, de les aider. Je crois que l'administration en elle-même s'est réveillée trop tard.
Et la déferlante était déjà sur nous. Le secrétaire général des Nations Unies était terrifié par toute cette affaire. Il avait peur d'être poussé à la démission. Donc il a fait ce qu'il devait faire parce qu'il avait le dos au mur. Il a mis en place une énorme unité d'investigation avec des pouvoirs extraordinaires dirigés par Paul Volcker pour enquêter sur le programme. On n'avait jamais vu ça et ça m'étonnerait qu'on le revoie un jour. 30 millions de dollars par an, un nombre d'enquêteurs illimité. Et les enquêteurs de la commission Volcker allaient dans les bureaux, sur les disques durs des ordinateurs, dans les placards, allaient dans le bureau de Kofi Annan, lui demander qui il avait vu tel jour, à telle heure, etc. Et finalement, ça a permis de vraiment faire toute la lumière, je pense, sur cette affaire et de permettre à une commission indépendante de faire un vrai travail d'enquête de police sur ce dossier. La commission d'enquête indépendante, présidée dès 2004 par Paul Volcker, va siéger près de 15 mois et l'ancien président de la Banque fédérale américaine choisit comme bras droit le Suisse Mark Pitt. Quand vous commencez cette enquête, comment procédez-vous? C'était pas un processus facile. En quelques mois, on a engagé un total de 80 personnes qui devaient toutes être capables de travailler ensemble, ce qui n'était pas évident. Il y a eu pas mal de difficultés entre Européens et Américains, par exemple. On n'a probablement pas eu accès à toutes les informations, c'est clair. On a eu environ 12 millions de documents. Mais les gens laissent toujours des traces. Et on a retrouvé par d'autres biais de nombreux documents qui nous manquaient. Je m'intéressais particulièrement à la façon de soudoyer. Sur un des murs de ce bâtiment, on avait accroché un tableau de 4 ou 5 mètres de long qui nous permettait de visualiser les intermédiaires. Il y avait des milliers de transactions, des centaines d'unités effectuant des versements illégaux. Mais il était intéressant de constater que malgré cela, il n'y avait en fait que quelques dizaines d'intermédiaires. Notre immense diagramme traçait des liens qui nous ont permis d'identifier les points centraux, les personnes qui rendaient tout cela possible. J'ai pu en déduire la manière dont fonctionne la corruption de façon plus générale dans le monde entier. Au terme de l'enquête, je vous présente le bébé. Il pèse plus de 2000 pages et pointe le doigt sur un certain nombre de responsables. What I do want to emphasize is that the corruption of the program has stood on and by many participants, and it was substantial, could not have been nearly so pervasive if there had been more disciplined management by the UN and its agencies. Dans cet immeuble réside l'une des plus grandes adversaires de l'ONU, Claudia Rosset. Je la rencontre car c'est elle qui a commencé à sonner la charge bien avant la publication de la liste d'Almada. Vous êtes d'accord si je vous dis que l'ONU, le Conseil de sécurité, est supervisé par des pays qui ont dit oui à tout cela? Il y a des responsables, oui. Le Conseil de sécurité a effectivement approuvé tout cela. Il faudrait aller voir les 15 pays membres et leur demander s'ils avaient perdu la tête. En particulier les 5 membres permanents. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine. On sait aujourd'hui que Kofi Annan était au courant de la corruption, que le Conseil de sécurité était au courant de la corruption, mais ils ont joué cette comédie à l'insu du grand public. Mais s'il y a bien une personne qui aurait dû prendre ses responsabilités et révéler publiquement que le programme était affreusement corrompu, c'est le secrétaire général. Pourquoi? Parce qu'il se doit d'être au-dessus des intérêts particuliers des États membres. Il aurait dû dire « Quelque chose affecte l'intégrité des Nations Unies. Voilà ce qui ne va pas. Voilà ce que Kofi Annan aurait dû faire. » C'était de sa responsabilité. Il aurait dû prendre les choses en main. S'il y avait quelqu'un qui devait s'occuper de cette patate chaude, c'était lui. As Chief Administrative Officer, I have to take responsibility for the findings revealed, both in the implementation of the program and more generally in the functioning of the Secretariat.
Si on repense au nombre de personnes qui étaient au courant des pratiques de corruption, tant dans l'exportation du pétrole que dans l'importation des marchandises humanitaires, il y avait l'ensemble du personnel et de la direction de l'ONU, l'ensemble du Conseil de sécurité, les médias, les correspondants pétroliers qui couvraient la vente du pétrole irakien en négociant étaient au courant. Au moins, Volcker lui-même a bien vu qu'il s'agissait là d'un travail politique et qu'il fallait trouver des boucs émissaires pour apaiser la meute assoiffée de sang de la presse conservatrice. Mr. Bernard Savon, in fact, did repeatedly solicit oil allocations for a small trading company called AMAP. Je vous dis tout de suite que Benan Sevan, qui, je vous le rappelle, chapeautait tout le programme en tant que directeur de l'OIP, a dû sentir le vent débouler. Il a quitté précipitamment New York, la veille de la publication du rapport, et vit aujourd'hui dans son pays natal, quelque part à Chypre. Il clame son innocence, mais il n'a jamais répondu à nos sollicitations. Une seule personne appartenant aux Nations Unies a été montrée du doigt, Benan Sevan. Un seul homme peut-il payer pour toute l'organisation, à votre avis? Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le rapport principal, qui fait 500 ou 600 pages, montre à quel point les dysfonctionnements du Conseil de sécurité ont été sérieux. Ensuite, on passe toute l'institution en revue et on montre comment certaines personnes ont commis de graves erreurs de gestion. Et il y a aussi les 2800 entreprises dont on a découvert qu'elles faisaient des versements illégaux. Parmi toute cette corruption, y a-t-il un ou deux exemples qui vous aient particulièrement choqué? Il y a un très bon exemple que l'on a examiné en détail. Ce sont les versements effectués par la compagnie pétrolière Glencore. C'est une société de négoce en pétrole. Oui, c'est une société de négoce. Glencore est basée à Zug. C'est une société au chiffre d'affaires gigantesque. On a trouvé des traces écrites indiscutables. Une autre question à se poser est que savaient véritablement les gens de la compagnie? Glencore dit qu'ils ignoraient que leurs intermédiaires faisaient des versements illégaux. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel moment un versement est effectué à un intermédiaire et de constater ensuite ce que cet intermédiaire fait le lendemain, si vous voulez. Eh bien, soit ils virent immédiatement 3/4 de l'argent directement à la Banque centrale irakienne, soit ils apportent et déposent des centaines de milliers de dollars en liquide à l'ambassade d'Irak à Genève. Me voilà donc sur le lac de Zugersi, où s'étend la petite ville moyenâgeuse de Zug. Cité modeste, mais rien qu'en apparence. Car ces vieux murs abritent un nombre de milliardaires impressionnant au mètre carré. C'est là que se trouve le siège de la première société suisse, par son chiffre d'affaires, Glencore, spécialisée dans le négoce des matières premières et surtout celui du pétrole. Société qui ne tient pas à communiquer sur le sujet. Mais devant des entreprises aussi discrètes, comment la justice helvétique s'y est-elle prise pour entamer des poursuites? C'est le procureur général en charge du dossier, Claude Nicati, qui m'a donné la réponse. Elles n'ont pas voulu mal faire, si je puis dire. Elles n'ont pas voulu crassement violer les lois existantes. Elles ont voulu faire du commerce et peut-être ont dépassé quelque peu les limites qui étaient fixées. Donc elles avaient, pour certaines, tout intérêt à démontrer que, en fait, elles avaient bien fait. Oui, peut-être, il y a eu des surcharges qui ont été payées, mais en fait, ça correspondait, c'est une argumentation que nous avons souvent entendue, ça correspondait au daily business. C'était usuel de payer quelques francs de plus. Et de toute façon, si c'est pas elle qui avait payé ces quelques francs de plus, ces surcharges, ça aurait été une autre entreprise qui aurait eu le contrat. Donc c'est pour ça que ces entreprises ont, de manière très aimable, si je peux utiliser cette expression, collaboré avec nous.
Et avec leur accord, nous avons ensuite déféré le dossier à une autorité de jugement cantonal. C'est une particularité en Suisse qui nous permettait d'avoir une condamnation sans comparution publique, uniquement sur la base d'une ordonnance pénale qui satisfaisait à la fois la personne condamnée, qui évitait la publicité, et nous-mêmes, ça permettait de liquider un dossier. En échange de la grande discrétion de la justice suisse, ces sociétés ont payé des amendes avoisinant les 12 millions d'euros. Ne croyez pas que ces sommes ont été reversées aux Irakiens, non. La Suisse est pragmatique et cet argent a servi à améliorer l'état des routes helvétiques. Mais ne jetons pas la pierre aux Suisses, car la plupart des pays n'ont quasiment rien entrepris contre les 2800 sociétés fautives citées dans le rapport Volcker. En Allemagne, 67 sociétés, dont Daimler-Chrysler, ont eu une mise en garde. En France, les dossiers concernant Peugeot et Renault Véhicules Industriels, parmi tant d'autres, sont en sommeil. In fine, très peu de pays ont entamé des poursuites. Aux États-Unis, 3 personnes sont condamnées. En Australie, un ministre impliqué dans une affaire de blé a démissionné. Ailleurs, et par exemple à Moscou, rien de rien de rien. Alors, quid du rapport Volcker et de ses conclusions? À tout seigneur, tout honneur, je me rends au bureau de Paul Volcker dans Rockefeller Center, en plein cœur de New York. Estime-t-il que son rapport a atteint l'objectif qui lui avait été fixé? On s'en est sacrément bien tiré, à mon avis. On a recueilli énormément d'informations. On a produit un rapport de 2000 pages qui a sérieusement embarrassé pas mal de gens. Il y a eu des procès marquants en Australie, en Inde, en France, un jour, j'espère. Au Royaume-Uni, aux États-Unis. Est-ce qu'on a refusé de nous répondre en Russie? Tout à fait. Est-ce qu'on a refusé de nous répondre en Chine? Là, pour le coup, on n'a même pas essayé. On savait que ça ne mènerait à rien. Une vingtaine de milliards de dollars a été versé comme compensation à la suite de la première guerre du Golfe. Cet argent provenait de pétrole contre nourriture. Visiblement, vous avez obtenu peu de détails à ce sujet. On n'a pas fait de recherche là-dessus. Je ne me souviens pas des circonstances précises. Il y a eu une enquête interne, c'est sûr. Mais ce n'est pas un domaine dans lequel on a fait des recherches approfondies. Ils vous ont tenu à l'écart. Il paraît qu'ils n'avaient aucune envie d'une enquête. Ils ont dit que ce n'était pas de notre sort. Ils étaient réticents, oui. Je ne me souviens plus très bien. On n'a pas fait de recherche approfondie à ce sujet. Voilà plus de 20 milliards de dollars sur lesquels la commission n'a jamais enquêté. Bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Vous avez reçu environ 35 millions de dollars du fameux compte bloqué pour mener cette enquête. Pensez-vous honnêtement que cela les valait? Oui, je pense que ça les valait. Les Nations Unies étaient la cible de toutes sortes d'accusations très graves aux États-Unis et ailleurs, qui portaient préjudice à la confiance dans l'organisation. Une enquête était nécessaire. J'espère sincèrement qu'en tirant la sonnette d'alarme, nous pourrions contribuer à un meilleur fonctionnement de l'organisation. Vous trouvez normal que ce soit de l'argent irakien qui ait financé cette enquête? Pardonnez-moi de le dire, mais je pense que cette enquête a bénéficié aux Irakiens. Si on voulait que cette enquête se fasse efficacement, qu'elle se fasse rapidement, il fallait à tout prix éviter les processus financiers archaïques et constipés de l'ONU. Il aurait fallu passer par de longs débats à l'Assemblée générale, où certains pays ne voulaient pas de cette enquête. Dans leur conclusion, les membres de la commission Volcker proposent une série de réformes à l'ONU pour lui éviter de connaître les mêmes déboires. L'organisation en a-t-elle tiré des leçons?
L'ONU aujourd'hui n'a toujours pas à rendre compte, car les responsabilités sont si largement partagées entre les États, l'organisation, les agences, etc., que personne ne prend les choses en main. On se refile la patate chaude indéfiniment. Personne n'assume véritablement ses responsabilités. Le message qui était envoyé à ce réseau mondial d'hommes d'affaires, de diplomates, de participants à ce programme était: la corruption, c'est pas grave, on fermera les yeux. Les pots de vin, c'est rien du tout, ça dérange personne à l'ONU. On va regarder ailleurs, on va étouffer l'affaire, on va tourner la page et on dira que c'est pour le bien de l'humanité. Il y a eu des changements mineurs. Mais la complète réorganisation qui serait nécessaire pour rendre cette institution véritablement crédible n'a toujours pas eu lieu. Mais vous l'expliquez comment? Eh bien, c'est une institution gigantesque. Beaucoup de gens ont intérêt à empêcher tout changement. Il y a beaucoup de bureaucrates satisfaits de leur poste qui n'ont aucune envie de retourner dans leur pays d'origine. Il est plus important pour eux de s'accrocher à un boulot plutôt que de faire ce boulot. Il y a une logique inhérente à cette énorme institution qui la rend inefficace. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise institution, elle est nécessaire, mais elle est extrêmement inefficace. Il y a beaucoup de gaspillage. En fait, je me rends compte que l'ensemble du programme ressemble un peu à un puzzle. 2 milliards par-ci, 20 milliards par-là, et brusquement une pièce qui manque. Elle vaut à elle seule 9 milliards de dollars, 9 milliards restant de la vente du pétrole, une somme qui appartient aux Irakiens. N'oubliez pas qu'en 2003, les forces de la coalition envahissent l'Irak. Saddam est destitué. Très vite, un organisme est mis en place pour diriger le pays occupé, le CPA, l'autorité provisoire de la coalition. À sa tête, le diplomate Paul Bremer. Le programme pétrole contre nourriture prend fin, mais il reste des fonds sur le compte de l'Irak à la BNP Paribas. Plus de 9 milliards de dollars qui sont transférés à la demande des États-Unis et avec l'accord de l'ONU, de la BNP à la Réserve fédérale de New York. Que sont devenus ces 9 milliards? Jim Steele, journaliste d'investigation pour le magazine Vanity Fair, me livre les conclusions de son enquête. Il y a eu un total de 21 chargements en 13 mois. 12 milliards de dollars sont chargés dans des camions remorques banalisés. On scelle les portes. Les camions quittent l'entrepôt de la réserve de la Banque fédérale à New York, prennent tranquillement l'autoroute du New Jersey, un des axes routiers les plus fréquentés des États-Unis, et font 4 heures de route au milieu des voitures, des poids lourds, des bus, jusqu'à la base aérienne Andrews, tout près de Washington. Là, on enlève les scellés sur les portes des camions, l'argent est déchargé, recompté par des fonctionnaires du Trésor, remis en liasse, emballé sous film plastique et chargé dans un avion cargo à destination de Bagdad. On estime que 9 des 12 milliards transportés par avion durant cette période de 13 mois ont tout simplement disparu. Au début, on avait l'impression que les forces de la coalition dépensaient de l'argent de leur propre poche, que ce soit pour remettre en état l'industrie du pétrole ou pour payer les salaires. Tout le monde avait cette impression. Mais j'ai découvert ensuite que ce n'était pas la vérité. C'était faux. Cet argent était à nous. Mais ils avaient accès à cet argent et ils pouvaient le dépenser à leur guise. Mais comment une telle somme a-t-elle pu disparaître? Je me souviens que le Congrès américain a posé la question à Paul Bremer, proconsul, responsable des opérations sur place. The numbers are so large that it doesn't seem possible that they're true. Who in their right mind would send 360 tons of cash into a war zone? But that's exactly what our government did. Ideally, we would have liked to put those records straight before paying the salaries and pensions. But as often in Iraq, the ideal collided with the harsh realities on the ground.
we simply could not delay paying salaries and pensions. Delay would have been demoralizing and unfair to the millions of Iraqi families, and it might well have exacerbated danger to the American soldiers on the ground. Une partie en cash aurait servi à payer les salaires des fonctionnaires irakiens. Parmi les témoins de la période Paul Bremer, l'un de ses bras droits, Frank Willis. Il est à l'époque le conseiller du ministre du Transport irakien, autant dire qu'il était le ministre des Transports. Il y avait de l'argent américain partout, plein de billets de $100 tout neufs. C'était le Far West. Un capitaine de l'armée de l'air était régulièrement chargé d'aller au sous-sol du palais, où se trouvait notre QG, pour retirer de grosses sommes d'argent liquide, qu'il mettait littéralement dans un sac. Ensuite, il prenait sa voiture pour passer inaperçu. Il ne prenait pas un véhicule de l'armée américaine. Il préférait conduire un petit pick-up irakien. Et il partait faire une tournée de distribution de sacs d'argent liquide. On devait procéder comme ça au début parce qu'il n'y avait pas de système bancaire. Entre le travail accompli et l'argent donné, est-ce que cela vous a paru juste? J'ai des sérieux doutes là-dessus. J'étais notamment en charge de l'aviation civile et en particulier de l'aéroport international de Bagdad. Le groupe qui a remporté le marché et qui devait assurer la sécurité des opérations civiles à l'aéroport n'avait jamais exercé cette activité auparavant. Pire, cette compagnie, qui s'appelle Custer Battles, a été créée après l'obtention du contrat pour assurer la sécurité, tout en n'ayant, selon moi, aucune expérience en la matière. Donc, que ce soit les termes du contrat ou son attribution, tout ça sentait mauvais. C'est une société dirigée par deux types très jeunes, Custer et Battles. L'un des deux est un ancien agent de la CIA. À l'aéroport de Bagdad, ils ont pris possession du matériel, des chariots élévateurs par exemple, qui appartenaient aux Irakiens. Ils les ont repeints et ils ont facturé aux CPA la valeur de ces chariots, qu'ils avaient en fait volés au peuple irakien. Un jour, notre fameux capitaine est descendu au sous-sol avec une brouette. Il a retiré $2 millions et il les a apportés dans mon bureau. Et j'ai appelé Custer Battles et je leur ai suggéré d'amener un gros sac de jute pour emporter leurs $2 millions. Il y a une photo de moi devant ces $2 millions. Ils étaient en coupure de $100, emballés dans du plastique sous vide par bloc de $100 000. On appelait ça une brique. On a joué au football américain avec les briques avant que Custer Battles ne vienne les chercher. Tout était en liquide. Je n'avais jamais vu $2 millions en liquide de ma vie. Ça fait quoi de jouer au football américain avec 2 millions? Ça, c'était grisant, grisant. Vous avez fait ça parce que c'était grisant? Devant tout cet argent, on se dit, est-ce que quelqu'un s'en apercevrait si je mettais une brique dans ma poche et que je me barrais avec? Et vous pensez que certains ont été tentés? Pas mal de gens ont succombé à la tentation de prendre cet argent et sont partis les poches pleines. Il y a donc eu une enquête sur cette fraude avérée. Des gens ont tiré la sonnette d'alarme. Et un tribunal américain a jugé qu'ils étaient coupables de fraude à l'encontre du gouvernement américain. Custer et Battles ont fait appel en arguant du fait que le CPA n'était pas le gouvernement américain. Un deuxième juge a statué en faveur de l'entreprise. Il a jugé non pas qu'ils n'avaient pas commis ces délits, mais que le CPA n'existait pas. Donc, toute cette structure juridique, considérée comme une extension du gouvernement américain à Bagdad, n'était qu'un mirage. Cerise sur le gâteau. Paul Bremer, à la tête du CPA, a réussi le tour de force suivant. Faire signer un texte à la fois par Washington et par Bagdad qui interdit toute poursuite le concernant, lui, ou ceux qui ont collaboré à CPA pour quoi que ce soit ayant pu se passer pendant la durée de son mandat.
Un ordre a été donné selon lequel aucune entreprise travaillant avec le CPA ne pouvait être poursuivie. C'était vraiment une période particulière pendant les événements en Irak. Les gens étaient complètement au-dessus des lois, hors de portée de la justice. Qui aurait pu croire que la première année de cette guerre se résumerait à ça? Nous étions tous préoccupés à payer les sociétés américaines, à leur distribuer de l'argent, au lieu de nous occuper de ceux qui en avaient vraiment besoin. Je ne peux résister à la tentation de vous montrer une archive, un bijou. Il s'agit de Paul Bremer devant la presse irakienne qui, je vous le donne en 1000, dénonce la corruption pendant Pétrole contre nourriture. Almost a year after liberation, we are just beginning to understand the outline of the theft and corruption which was behind the Oil for Food program. Never again should the Iraqi people's wealth be squandered on palaces and Ferraris. Never again should such corruption be allowed to take root. Ladies and gentlemen, the theft of government property is a particularly odious crime because government property is really the people's property. Et que dit le rapport Volcker sur la disparition des 9 milliards de dollars qui proviennent, je vous le rappelle, du compte Pétrole contre nourriture? Êtes-vous au courant, monsieur, du fait que 9 milliards de dollars ont disparu? Je sais qu'il y a toutes sortes de rumeurs et d'accusations. On peut naturellement se poser des questions sur l'utilisation qui a été faite de l'argent irakien, ainsi que de l'argent américain dont disposait le CPA. Mais ça ne faisait pas partie de notre enquête. Bon, si on fait le total des sommes détournées, 9 milliards volatilisés, 20 milliards pour UNCC, 229 millions de surtaxes sur les ventes du pétrole, 1,5 milliard de dessous de table sur les produits de première nécessité, 36 millions pour le rapport Volcker. Manque à gagner pour les Irakiens, plus de 31 milliards de dollars. À parcourir le Proche-Orient, je n'ai pas cessé d'entendre le mot arabe « façade ». Et savez-vous ce que « façade » veut dire? Tout simplement corruption. Et quand je regarde le bâtiment de l'ONU, je ne peux que constater qu'il a effectivement servi de façade à une corruption parfaitement orchestrée. Mais orchestrée par qui? Par tous les membres de l'organisation, c'est-à-dire les quelques 192 pays de la planète. En d'autres termes, nous tous. D'une certaine manière, l'ONU a été blâmée parfois pour les erreurs des États membres, c'est-à-dire c'est les pays du Conseil de sécurité qui ont mis au point ce programme. Ce sont ces pays-là qui ont décidé de ces règles. Ce sont ces pays-là qui ont accepté finalement de donner à Saddam Hussein la possibilité de choisir les pays auxquels il vendait du pétrole, de choisir les pays auxquels il achetait des biens humanitaires. De choisir sa banque. De choisir sa banque. Et donc finalement, tous les problèmes qu'a connu le programme ensuite en germe existaient dès sa mise en place par le Conseil de sécurité. C'est aussi les 15 membres du Conseil de sécurité qui le géraient, qui décidaient de quel contrat passer, quel contrat était bloqué. Et donc finalement, c'est l'ONU, le secrétariat général de l'ONU, Kofi Annan à l'époque, qui a été le plus montré du doigt, alors que sans doute les États avaient une part de responsabilité très importante qu'ils n'ont pas entièrement assumée. Devant le petit hôtel où je résidais, il y avait un jeune mendiant. J'avais en quelque sorte fini par adopter ce petit garçon. Puis est arrivé le moment où j'ai quitté Bagdad. La voiture a fait 50 mètres et on a pris sur la droite. Et le petit garçon était là, au coin de la rue. Je me suis arrêté, je suis descendu de voiture, il s'est avancé vers moi et tout à coup, il s'est caché le visage dans les mains et il s'est mis à pleurer. Moi aussi j'étais en larmes. Car cet enfant représentait pour moi tout ce qui aurait pu être évité dans cette tragique affaire gérée de façon si déplorable par les Nations Unies. Je me demande ce que ce petit garçon est devenu. J'espère qu'il va bien. Et aujourd'hui, on ne parle plus d'ailleurs de démocratie et de droits de l'homme. On parle, est-il possible de stabiliser la situation? Est-il possible d'avoir un consensus entre les Irakiens autour d'une forme de pouvoir? Est-il concevable de créer une dynamique politique? Est-ce que l'Irak vivra?